Donc maintenant, nous allons passer la parole à Georges Calixte, qui est docteur en sciences politiques. Georges Calixte qui va nous parler de la révolution numérique et de la crise de la représentation démocratique, le cas des Gilets jaunes, et Georges Calixte qui collabore depuis plusieurs années avec l'Université des Antilles. Donc, Georges, 15 minutes. Alors, comme vous avez pu le remarquer, c'est pas un rôle difficile et je crois que je ne suis pas assez autoritaire. Donc, j'espère de ne pas avoir fait preuve de trop d'autoritarisme, mais si tu peux respecter les 15 minutes, ça serait génial. Merci. Le principal, c'est de ne pas sombrer dans la dictature. Encore une fois. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation de l'Université des Antilles. Et le thème de mon intervention m'est venu de plusieurs lectures que j'ai effectuées concernant la crise des Gilets jaunes, en particulier s'agissant de la révolution numérique. Et il s'avère qu'on voit dans le foisonnement de littérature apparaître des concepts tels que réappropriation publique, des concepts tels que révolution informationnelle oppositionnelle, on voit des concepts tels que autogestion de crise par le numérique. En fait, on a l'impression que le numérique, et en particulier les réseaux sociaux, ont contribué très grandement à faire en sorte que le mouvement des Gilets jaunes puisse être un mouvement non seulement qui perdure, mais qu'il serait également un véritable contrepoids politique. En analysant de plus près, je me suis posé la question. En Espagne, il y a un mouvement qui s'appelait les Indignés et qui a été créé par justement les réseaux sociaux, disparus. Il y a eu dans les pays du Maghreb le printemps arabe qui a été effectivement agrégé autour, en tout cas incité par les réseaux sociaux. Vous savez bien ce qui se passe en Algérie, le printemps arabe disparu. Il y a eu en Italie le mouvement anti-Silvio Berlusconi. Et rappelez-vous, c'était ce qu'on appelle le peuple des violets, disparu. Il y a eu en France, contre la loi El Khomri, le mouvement Nuit debout, toujours encouragé par la révolution numérique, disparu. Donc, je ne veux pas être pessimiste, mais je pouvais légitimement me poser la question, le mouvement des Gilets jaunes se singularise-t-il par la révolution numérique de ceux qui ont disparu et qui l'ont précédé? Et malheureusement, je vais défendre une hypothèse très prudente qui consiste à dire, si le mouvement des Gilets jaunes constitue effectivement, dans le cadre de l'action collective, un groupe de pression, il n'a pas encore, à la date d'aujourd'hui en tout cas, les caractéristiques d'un véritable nouveau mouvement social. Et pour étayer cette hypothèse, je procéderai en trois parties. D'abord, l'analyse des critères qui permettent de définir un mouvement en tant que nouveau mouvement social. Dans un deuxième temps, l'avenir de ce mouvement. Et dans un troisième temps, une conclusion très générale. Alors, un mouvement social, pour qu'il se différencie d'un simple groupe de pression, doit d'abord, et là je fais référence aux travaux d'Alain Touraine et d'un autre philosophe qui s'appelle Jürgen Habermas, mais dont j'ai quelque part enlevé les scories trop marxistes, puisqu'il avait parfois encore certains langages relatifs à la bourgeoisie, etc. On l'enlève. Et le premier critère d'un mouvement social, c'est son identité. Mais l'identité ne peut pas être simplement un problème lié à la couleur d'un gilet. L'identité, c'est un système de croyances. L'identité, c'est un sens commun partagé. L'identité, c'est la référence à un capital symbolique. Or, que voit-on pour l'instant dans le mouvement des Gilets jaunes? Si la révolution numérique a eu cet avantage de précipiter, en tout cas, la diffusion de l'information, cette information se singularise par son éclectisme, revendications sur le pouvoir d'achat, revendications sur les retraites, revendications sur un certain nombre de mal-être,
l'expression d'un vécu ressenti d'une injustice, le sentiment que l'argent est concentré d'entre les mains de certains et ne l'est pas d'entre les mains de l'autre. En fait, il y a un éclectisme en matière de l'expression réelle de ce qui fait sens commun. Mais non seulement le mouvement est éclectique dans ses revendications, il est aussi polymorphe en ce qui concerne les acteurs qui le composent, puisqu'on y voit des retraités, des lycéens, des étudiants, des travailleurs pauvres, des chômeurs. En fait, on est en présence d'un mouvement qui, à la date d'aujourd'hui, n'a pas encore pu établir une véritable identité. Deuxième critère d'un mouvement social, c'est ses stratégies, en tout cas c'est sa capacité d'opposition. Et l'opposition n'est pas simplement la dénonciation sur les réseaux sociaux. L'opposition, c'est également une organisation préalable avec un combat à partir de cette organisation pour l'appropriation des ressources. Or, si le mouvement des Gilets jaunes constitue une dynamique de foule, il manque en termes d'organisation et il manque également en termes des stratégies permettant d'accaparer les ressources qui elles-mêmes vont favoriser la solution des problèmes. En fait, ce mouvement, si vous voulez, n'a pas une... Il sait quelles sont les problématiques et les difficultés qu'il rencontre, mais il n'a pas été jusqu'à une réflexion stratégique sur les résolutions des problèmes. Et une des faiblesses donc du mouvement des Gilets jaunes, le gouvernement l'a parfaitement compris. Vous avez constaté qu'il y a eu 3 semaines avant que le gouvernement ne réagisse, en particulier le président de la République. Quel que soit le gouvernement, de toute façon, il aurait eu un temps d'adaptation, puisqu'on est en face d'un mouvement qui est à la fois éclectique et polymorphe. Mais très rapidement, dans un deuxième temps, utilisant les ressources économiques, médiatiques, il a dit « je vais organiser un grand débat ». Et il a organisé ce grand débat autour de 4 thématiques. Entre parenthèses, quand on voit la thématique, quelle qu'elle soit, un exemple, fiscalité et dépenses publiques, d'ores et déjà, il montre qu'il ne peut pas y avoir de solution en termes de fiscalité qui ne soit pas compatible avec les dépenses publiques. Et vous constatez que toutes les autres thématiques entrent dans ce cadre-là. Alors, l'absence de structure organisationnelle, au sens où le perçoit Michel Crozier ou Philippe Bernoux, l'absence également de stratégie pour s'approprier des ressources, a tout simplement entraîné que le gouvernement qui, lui, dispose de cette stratégie d'appropriation des ressources et qui est organisé, a de toute façon fait en sorte de contrôler le grand débat. Et vous verrez que ce n'est pas fini, puisque cette absence d'appropriation, de stratégie d'appropriation des ressources, amènera par la suite à ce que le gouvernement prendra en compte certaines revendications des Gilets jaunes. Mais d'un côté, il me dira, je suis prêt à prendre en compte les revendications des Gilets jaunes, mais il faut, comme il dit même le président, que le destin individuel soit associé au destin collectif. Qu'est-ce qu'on modifie? Vous voulez que les retraites soient indexées sur le prix, l'évolution du prix de la vie? D'accord, il va falloir travailler plus longtemps. Vous voulez que la sécurité sociale, en tout cas qu'il y ait une baisse des charges sociales, y compris celle de la sécurité sociale? D'accord, mais qu'est-ce qui ne sera plus remboursé par rapport à ce qui existait avant? Ça veut donc dire qu'on est dans une situation actuelle où, contrairement à ce que l'on pense, si le mouvement des Gilets jaunes continuera en termes de pression, mais il continuera non pas par rapport à sa propre dynamique, mais il continuera simplement jusqu'à ce qu'il y ait, à un moment donné, un certain nombre d'annonces, et où le président de la République et le gouvernement diront « mais écoutez, moi je suis prêt à satisfaire tout ce que vous voulez, mais voici ce que l'on perd ». Je terminais sur le deuxième point de l'opposition en rappelant que le mouvement des Gilets jaunes, de par son inorganisation, a de toute façon été très largement récupéré par d'autres groupes. Et c'est une erreur du gouvernement que de dire que ce sont quelques 1500 Black Blocs qui font du désordre. Non, il y a l'ultra-droite, il y a l'ultra-gauche. Ce qui entretient ce mouvement,
c'est que l'ultra-droite et l'ultra-gauche, contrairement à ce que l'on pense, ils ont une idéologie. Et ce sont eux qui sont anti-institutionnels, contre-culturels, autrement dit contre la culture dominante, pour utiliser le terme de Gramsci. Eh bien, ce sont eux qui, justement, actuellement, alimentent le mouvement des Gilets jaunes, au point que le mouvement des Gilets jaunes rejette toute forme de représentation dans le droit fil de son inorganisation, mais jamais il ne conteste, il conteste la violence. Mais chaque fois, les quelques leaders qui sont là interrogés disent « Attention, il y a de toute façon un problème. Si il y a une telle violence, c'est parce qu'en réalité, il y a une situation de misère. » Et je voudrais toujours, dans ce cadre théorique de l'inorganisation, insister sur le mouvement LKP. Le mouvement LKP a été victime non pas seulement des divergences de ses éléments constitutifs, mais il a été aussi victime de l'éclectisme de ses revendications. 135 revendications, des accords binaux, 13 thématiques différentes. Mais ça va plus loin. Si actuellement les Guadeloupéens ont autant de mal à se mobiliser, c'est que l'un des éléments fondamentaux de la revendication, c'était 200 €. Or, quand bien même il y avait à la fois le poids des syndicats, des institutions sociales, etc., eh bien, il s'avère que les retraités n'ont pas eu ces 200 €, les fonctionnaires ne les ont pas eus, les chômeurs ne les ont pas eus, les salariés du privé n'ont eu ces 200 € qu'à partir de 1,4 SMIC. Ça veut donc dire que tous ceux qui étaient au-delà étaient exclus. Et pour le comble, c'est que lorsque la LODEOM a été votée, il y a eu une clause de réversibilité qui n'obligeait pas les patrons, après 1 an, de pouvoir proroger l'attribution de l'accord binaux. Tout ça pour dire que lorsqu'un mouvement n'a pas d'identité puissante, n'a pas un système de croyances partagé, que qui plus est, il est inorganisé et qu'il refuse l'inorganisation, eh bien, on se retrouve dans une situation où, manifestement, il reste à l'état de groupe de pression, mais il ne s'est pas encore érigé en termes de véritable mouvement social. Et pour l'instant, c'est donc le système néolibéral qui est d'autant plus à l'aise que l'actuel gouvernement est dans une situation que je qualifierais de quasi-vide politique. Si le président de la République est aussi à l'aise, même le grand garant, un des grands garants qui s'appelle Pascal Perrineau, lui a dit « mais attention, vous vous engagez trop ». Merci, vous vous engagez trop. Ça ne l'a pas pour autant perturbé. Pourquoi? Parce que qui il y a actuellement face au gouvernement? On a assisté à la fin de cycle, mais il n'y a pas encore eu le début d'un nouveau cycle. Donc la droite, complètement ravagée par ses divisions, la gauche, inexistante, l'extrême gauche s'affaiblissant, et l'extrême droite se maintient non pas parce que l'extrême droite progresse dans les sondages, mais parce que l'extrême droite a toujours un électorat potentiel qui vote pour lui. En fait, qui actuellement peut s'opposer au gouvernement? Aucune structure. Donc il est dans une situation où le mouvement des Gilets jaunes refuse une organisation et en même temps il n'a aucun parti politique en face de nature à récupérer le mouvement des Gilets jaunes pour en faire effectivement un instrument vraiment de révolution sociale et sociétale. Donc, manifestement, je suis assez pessimiste quant à la capacité du mouvement des Gilets jaunes à faire plier le gouvernement, en tout cas le faire plier pour un changement de croyances et de valeurs fondamentales. Et pour conclure, à travers mes lectures, comme ça, je lisais dans un monastère tibétain. Dans un monastère tibétain, les moines ont posé la question aux responsables du monastère, « Penses-tu que la révolution numérique peut changer le système politique ?» Et alors que les monastères tibétains sont un peu retirés et complètement de la civilisation, le philosophe, avec sa sagesse, lui a dit non, parce que la révolution numérique privilégie l'efficacité du typhon, alors que le système politique privilégie l'efficacité de la sève. Et que la sève,
et que le système politique est comme un arbre, on a beau couper toutes les branches que l'on veut, on n'empêchera jamais de bourgeonner au printemps prochain et d'envoyer des fleurs au printemps d'après. Donc, croyez-moi, le combat concernant les Gilets jaunes n'est pas encore gagné, mais non seulement il n'est pas encore gagné, il est en train de s'essouffler. La liste Gilets jaunes aux élections européennes varie, suivant un dernier sondage, entre 2 et 3%. Ça veut dire moins d'1 million d'électeurs qui seraient prêts à voter pour cette liste. Et quelque part, le système néolibéral a son historicité. Il est tenace et si le mouvement des Gilets jaunes ne se structure pas, manifestement, il va finir exactement comme les mouvements que j'ai cités dans mes propos introductifs. Merci pour votre attention.